Salut à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 29 octobre. Je vous refais une vidéo, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière où j'ai parlé de ma vision sur ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique. Je concluais cette vidéo par le fait que le Bitcoin, s'il était adopté comme standard dans le monde, eh bien, toutes ces guerres auxquelles nous avons assisté, tout cet argent déversé pendant le Covid, toute cette impression monétaire serait rigoureusement impossible, en tout cas sans avoir des conséquences dramatiques pour les pays qui s'y livreraient. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de ce sujet-là parce que certains doivent quand même se demander en quoi le Bitcoin pourrait modifier tout ça. Eh bien, on va essayer d'en parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, bien sûr, je vous rappelle que vous allez retrouver tous les liens pour me retrouver. CryptoParadise.consulting, mon site internet. Vous avez bien sûr mon fil Twitter auquel je vous suggère de venir vous abonner pour me suivre et pour suivre l'actualité de près, que ce soit d'ailleurs sur le Bitcoin, sur le Liberland ou sur la géopolitique. Et puis, bien sûr, vous avez mes vidéos qui sont reprises sur Odyssey, où vous allez aussi pouvoir me retrouver au cas où, vous savez, sur YouTube, la censure venait à frapper. Ce qui serait quand même pas surprenant un jour ou l'autre, vu ce qui est en train de se passer, notamment en Europe, avec les derniers soubresauts, notamment des échanges lunaires entre Thierry Breton et Elon Musk, hein, et nous avons Thierry Breton qui maintenant ne se cache même plus d'être le représentant direct de la censure, et en plus il s'en prévaut, hein, comme quoi c'est grâce à lui en fait que nous accédons à tous ces réseaux sociaux, et c'est grâce à l'Europe, à lui bien sûr. Donc c'est vraiment une vision de... C'est eux qui nous donnent le droit de nous exprimer. C'est complètement ahurissant, mais c'est vraiment la vision complètement, je dirais, corrompue et malsaine dans l'esprit d'un personnage comme celui-là. Et ça vous montre d'ailleurs ce que sont ces personnages qui sont devenus au fil des années. Et ils se rendent même plus compte eux-mêmes des inepties qu'ils disent. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de parler du Bitcoin. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, je voulais aussi vous rappeler que si vous êtes intéressé par l'expatriation, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je me fais un plaisir de vous aider. Je sais qu'aujourd'hui, nombre d'entre vous sont en train peut-être de se demander, de près ou de loin, hein, c'est peut-être des projets qui sont encore très lointains, mais n'hésitez pas, moi je me fais un plaisir d'aider toutes les personnes qui souhaitent ou qui ont des interrogations sur les possibilités d'expatriation, notamment bien entendu à l'île Maurice, où je suis moi-même depuis plus de 5 ans et où la vie y est quand même nettement plus douce que dans nombre de pays européens, et notamment en France. Donc passons au sujet du Bitcoin. Donc j'avais conclu la vidéo de la semaine dernière en disant que dans un pays comme le Bitcoin standard, dans un pays qui adopterait le Bitcoin standard, et si le monde adoptait le Bitcoin standard, tout ce à quoi nous assistons en termes de corruption monétaire, de manipulation, de déversement d'argent dans les poches de la Big Pharma lorsqu'on a eu le Covid, dans les poches du complexe militaro-industriel avec les guerres en Ukraine, etc. Et les milliards qui partent, d'ailleurs on se demande toujours, hein, j'imagine que nombre d'entre vous se demandent comment c'est possible que des pays comme la France ou les États-Unis, qui n'ont pas un sou pour leur population, en ont autant qu'il faut de façon illimitée quand il s'agit de financer l'Ukraine ou Israël ou je ne sais qui encore. Donc pourquoi le Bitcoin pourrait modifier ça? Bien, parce que le Bitcoin existe déjà. Hein, on va me dire, le Bitcoin il est là, donc finalement tout ça reste possible. Eh bien, tout ça n'est possible aujourd'hui que parce qu'il y a une monnaie. Et là, je vais vous faire regarder cette vidéo que j'avais déjà mis il y a bien longtemps sur ma chaîne YouTube. Mais regardez là, c'est ce que disait le général de Gaulle juste avant la fin du standard or de 1971, lorsque les États-Unis ont décidé de ne plus convertir le dollar, qui était donc la monnaie de réserve mondiale jusqu'en 71, hein, entre 1944 et 71. C'était bien le dollar que les gens avaient en réserve, mais les pays avaient le droit, pour les échanges commerciaux et pour leur balance commerciale,
de demander le remboursement de leurs dollars contre de l'or à un taux fixe qui était de 35 dollars par once d'or. Regardez ce que disait De Gaulle à l'époque. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Donc voilà, comme vous le voyez, De Gaulle a mis le doigt sur quelque chose qui est assez phénoménal et qui a expliqué comment la France, quelques années qui ont précédé justement la fin du standard or, c'est bien sûr un déclencheur pour les États-Unis, qui commençaient à voir l'or quitter leur caisse, puisque les États-Unis se livraient à de l'impression monétaire. Et là, on a pu assister finalement en 1971 à ce que ça voulait dire une monnaie saine mondiale, qui était l'or, donc une monnaie, comme le disait De Gaulle, qui ne dépend d'aucun État en particulier, et ça c'est fondamental à comprendre, une monnaie sur laquelle tout le monde est d'accord et qui ne dépend d'aucun en particulier. Donc les États-Unis, on l'a bien vu, en commençant à financer leur guerre et étant déjà rentrés dans cette espèce de délire dans lequel ça n'a été qu'exponentiel depuis, mais avec la guerre du Vietnam, etc., déjà, ils dépensaient sans compter, et pour cela, ils imprimaient des dollars. Eh bien, en faisant ça, bien sûr, ils prenaient le risque phénoménal d'avoir, et c'est exactement ce qu'a fait De Gaulle, et ensuite l'Angleterre a voulu suivre et a voulu lui emboîter le pas, ce qui évidemment était le déclencheur pour Nixon de dire c'est fini, on ne donne plus d'or contre les dollars. Mais ce qu'il voyait évidemment, c'est qu'en imprimant des dollars, ces dollars se retrouvaient dans les mains d'acteurs internationaux pour des échanges commerciaux, dans les excédents commerciaux. Et lorsqu'arrivait une fois par an, ou 2 fois par an, ou je ne sais combien de fois, il leur suffisait de dire écoutez, donnez-nous l'or contre les dollars. Et bien sûr, plus ils imprimaient de dollars, et plus ils avaient le risque, enfin ils savaient très bien qu'ils allaient aller tout droit vers la banqueroute, c'est-à-dire un jour ou l'autre ne plus avoir d'or et ne plus pouvoir honorer leurs promesses, ce qui donc a été le cas en 1971, et ce qui a été évidemment le véritable moment où les États-Unis ont fait défaut sur leurs dettes. Néanmoins, le passage dans le système dans lequel nous sommes depuis, qui est donc un système purement fiat et dans lequel il n'y a même plus rien qui est derrière la monnaie, eh bien, même si c'est grâce évidemment au pétrodollar et au fait que les Émirats aujourd'hui et les royaumes qui produisent du pétrole ont accepté, notamment l'Arabie Saoudite, de vendre leur pétrole juste contre des dollars, choses qui sont d'ailleurs en train de changer très rapidement aujourd'hui. Ce système a pu perdurer et donc a permis aux Américains, évidemment, de devenir les grands bénéficiaires de ce système-là pendant les 50 dernières années, ce qui a vu l'émergence de ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire un pays qui est en train de devenir complètement fou et qui a pu finalement
imprimer autant qu'il veut, quelles que soient les raisons, et pour les mettre dans les poches de Big Pharma, du complexe militaro-industriel, etc. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on revenait à un monde où, alors au lieu de l'or, hein, je ne dis pas que l'or, ça ne pourrait pas se faire avec l'or, mais l'idée évidemment, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose qui s'appelle le Bitcoin et qui est bien plus efficace, bien plus pratique pour tout le monde, pour les échanges. Parce que l'or, comme vous l'avez vu, même si avant 1971, les pays pouvaient se payer en or, finalement, l'or ne bougeait pas des coffres. Hein, et bien souvent, il restait à New York, à Londres. Et on a bien vu la difficulté pour les Allemands qui l'ont laissé pendant des dizaines et des dizaines d'années de le récupérer. Il y a ne serait-ce que 10 ans. Il aura fallu 6 ou 7 ans aux Américains pour pouvoir leur rembourser leur or. Je ne sais même pas, à l'heure qu'il est, s'ils ont pu rembourser la totalité de l'or qu'ils devaient aux Allemands. Donc vous voyez là qu'il y a un problème de confiance et on se retrouve face à la fameuse problématique du tiers détenteur et du tiers de confiance. Voilà, n'essayons pas de trop changer de sujet. Le Bitcoin a donc des propriétés qui sont supérieures à l'or aujourd'hui, largement, à tous les niveaux. Et le fait qu'il soit complètement digital permet évidemment des transferts instantanés et d'avoir la preuve immédiate qu'on a la possession du Bitcoin grâce à la blockchain. Alors, dans un monde qui rentrerait à nouveau dans un système où ce serait le standard, vous savez, de deux choses l'une. Soit des pays décideraient d'avoir... Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays, pour leur balance commerciale, finalement... à la fin du fin, vous savez, vous pourriez faire des échanges dans vos pays, entre les pays, mais à la fin, vous diriez que tout ce que vous achetez et que vous vendez au niveau international se paierait en Bitcoin. Donc, ça voudrait dire que les pays n'auraient pas d'autre choix, qu'ils auraient deux choix possibles. Le premier, c'est qu'on reste dans un système comme actuel, mais avec la grande différence, c'est que donc, si vous importez, vous devez payer en Bitcoin. Et quand vous exportez, vous êtes payé en Bitcoin. Alors, si vous êtes plus importateur qu'exportateur, donc que vous courez des gros déficits commerciaux, ça devient très compliqué. Il va falloir que vous trouviez le moyen d'avoir de plus en plus de Bitcoin pour payer vos importations. Et là, vous voyez bien comme tout à coup, ce serait freiné si, évidemment, un pays voudrait importer mais n'aurait plus de Bitcoin, il ne pourrait pas, tout simplement. Alors, les pays auraient comme choix, soit de rester comme dans le système actuel et donc d'avoir leur monnaie qu'ils pourraient évidemment continuer à imprimer, à faire ce qu'ils veulent, hein. Mais le grand danger, ce serait de voir leur monnaie, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, hein, se dévaluer par rapport au Bitcoin. Aujourd'hui, les conséquences, elles ne sont pas terribles pour l'instant, parce que le camp occidental défend becs et ongles ce système dollar, et vont pour ça, sont prêts pour ça, il semble, d'aller vraiment jusqu'au bout. Hein. Il y a un côté jusqu'au boutiste. La grande question, c'est jusqu'où iront-ils pour défendre ce système-là? Mais aujourd'hui, on le voit bien, ils sont en train de le défendre becs et ongles pour permettre finalement la perpétuation de ce système que je qualifierais de corruption systémique. Hein. Ce système permet, par la manipulation monétaire, de corrompre à l'infini. À l'infini, c'est la corruption systémique. Vous pouvez acheter qui vous voulez, vous pouvez payer qui vous voulez, vous pouvez faire rigoureusement ce que vous voulez puisqu'il suffit d'imprimer. Or, ce système bénéficie évidemment en premier lieu aux Américains, mais évidemment bénéficier à leurs alliés, je pense de moins en moins. Aujourd'hui, on le voit, l'Europe, je ne pense pas que ça lui bénéficie énormément. Mais évidemment, l'Amérique, ayant pu comme ça financer la plus grande armée du monde de loin et avoir des bases partout dans le monde, a évidemment aujourd'hui un pouvoir en ayant tout simplement un pistolet sur la tempe de quasiment tout le monde pour leur dire vous continuez ou on vous explose. En gros, c'est ça. Mais quand même, on voit bien que malgré tout, le système actuel nous montre la dévaluation très rapide des monnaies, du dollar, de l'euro et des autres monnaies par rapport au Bitcoin, ce à quoi nous assistons depuis 20 ans, depuis 10 ans, pardon, ou 13 ans maintenant, que le Bitcoin existe. Alors, soit il continue dans un système comme celui-là, et là, attention, budgétairement, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi, parce qu'arrive le mur des réalités va venir, et va venir finalement, vous allez le heurter à un moment donné. Ce que je pense va arriver de toute façon, hein, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le camp occidental continue à défendre ce système dollar, et qu'on le veuille ou non, il reste encore énormément d'échanges mondiaux qui sont libellés en dollars. Et donc, les États-Unis ont toujours cet avantage extraordinaire et évidemment font tout pour le maintenir. Donc, soit on continue dans un système actuel, soit on repasse alors dans un système, soit des pays disent non, mais désormais, puisque c'est le Bitcoin qui s'échange au niveau mondial, nous allons peguer notre monnaie au Bitcoin. Et donc, il y aura un peg
Telle monnaie, disons le dollar, le nouveau dollar, aura un prix en Bitcoin. Alors là, dans ce cas-là, les choses deviennent encore plus compliquées parce que là, on retombe dans un système finalement où maintenant tous les prix sont de facto libellés en Bitcoin. Vous pouvez alors, dès lors, dire finalement pourquoi même avoir une monnaie? Autant avoir des bitcoins directement, puisqu'aujourd'hui, les citoyens peuvent les utiliser de façon quand même assez simple, contrairement à ce qui était le cas avec l'or. Et entre 44 et 71, c'était surtout les échanges entre pays qui pouvaient s'effectuer en or et où vous pouviez demander aux États-Unis de vous rembourser, de vous donner l'or contre les fameux 35 dollars qui étaient le prix d'une once d'or. Si demain, certains pays décident de péguer leur monnaie au Bitcoin, eh bien, on sera dans un système finalement analogue et ces pays-là ne pourront pas faire de l'impression monétaire à outrance, car évidemment, ça aura des conséquences dramatiques pour eux, qui feront exactement ce qui s'est passé en 71 avec les États-Unis, qu'à un moment donné, ils seront obligés de dire on ne peut pas vous donner des bitcoins contre cet argent que nous avons imprimé parce qu'on en a imprimé trop. Donc voilà ce système à quoi il pourrait ressembler et pourquoi le Bitcoin pourrait dès lors éliminer toutes les, on va dire, toutes les manipulations, toute la corruption à laquelle nous assistons et finalement toute l'injustice qui aujourd'hui est dans le monde, eh bien parce que tout cela deviendrait impossible. Vous n'auriez plus la capacité de foutre des milliards de dollars imprimés dans les poches de Big Pharma, dans les poches de McKinsey, dans les poches de Halliburton, du complexe militaro-industriel. Vous ne pourriez plus mettre ça dans les poches de FTX, de Zelensky, d'Israël, etc., etc. Tout ça deviendrait rigoureusement impossible. Vous avez des bitcoins ou vous n'en avez pas. Et s'il vous en faut, il va falloir travailler pour en avoir. Vous ne pourrez plus les imprimer. Voilà ce que c'est un monde avec le standard Bitcoin. Alors je conclurai en disant qu'évidemment tous ces sujets sont des sujets sur lesquels on pourrait parler pendant des heures, il y aurait énormément de choses à dire, mais l'idée, je pense que vous la comprenez, c'est la fin de la corruption systémique grâce au Bitcoin. Alors dans ce monde-là, qui se prépare, la première question c'est évidemment, on comprend très très facilement que pour les personnes actuelles, les occidentaux qui défendent bec et ongles ce système, comme je le disais, jusqu'à quel point sont-ils prêts à le défendre? Et on voit bien aujourd'hui combien ils sont prêts à aller loin pour défendre ce système. Et ça vous montre combien ce système leur permet et cette corruption leur permet évidemment de complètement dominer les choses à l'heure actuelle. Donc l'Occident ne veut pas, et la question est jusqu'où iront-ils? Jusqu'où iront-ils pour défendre leur système de corruption systémique? Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'évidemment le pari que je fais moi, c'est que malgré tout, la justice finira par gagner, et nous arriverons à un monde où le Bitcoin s'imposera comme un standard. Et bien sûr, là aujourd'hui, se préparer pour cela à titre individuel, c'est évidemment faire le choix d'accumuler des Bitcoins. Et vous le savez, c'est ce que je ne cesse de répéter depuis maintenant, depuis très très longtemps. Accumulez-les pour vous préparer à un monde futur dans lequel, croyez-moi, il est fort possible que un Bitcoin, ne serait-ce que d'en avoir un, vous mettra à l'abri du besoin pour probablement même plus d'une génération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais avoir vos commentaires sur cette vidéo, savoir ce que vous pensez de l'adoption d'un Bitcoin standard et si vous avez peut-être des éléments à ajouter ou des objections à faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.